Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ethictv.fr. Pour faire suite au succès de nos 3 premières vidéos aux côtés du docteur Louis Fouché et de vos milliers de commentaires de soutien et de bienveillance à son égard, nous sommes donc retournés le voir le vendredi 9 avril 2021 pour vous en proposer 4 nouvelles sur d'autres sujets. Donc un acte 4 sur le déferlement totalitaire et nos libertés, un acte 5 sur notre immunité et notre autonomie en santé, un acte 6 sur le transhumanisme, puis un acte 7 sur ses solutions pour demain. Donc nous vous mettons en descriptif de cette vidéo l'intégralité des épisodes tournés à ses côtés, ainsi que le site du collectif Réinfo Covid. Donc voilà, bon voyage à vous aux côtés de Louis Fouché, résistant dans l'âme, éclaireur d'un monde meilleur. Salut Louis, comment vas-tu ? Ça va bien, merci beaucoup de venir à Marseille me voir pour la 2e fois, quoi. C'est un honneur. En plus, il y a un petit coup de soleil alors qu'il faisait gris ce matin. C'est grâce à toi. C'est grâce à nous, ouais. C'est très chouette. Eh bien écoute, cette nouvelle vidéo donc sur le sujet du déferlement totalitaire et liberté. Et voilà, je te laisse tout simplement nous donner ton ressenti par rapport à ce sujet ou ces 2 sujets-là. Ouais. C'est un sujet chaud. C'est un sujet compliqué parce que quand on commence à l'aborder, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre. Et tu sais, j'ai même eu des gens qui m'ont appelé, ont pris leur téléphone, qui ont fait l'effort de trouver mon numéro, qui m'ont appelé pour me dire mais je suis d'accord avec la plupart de ce que je vous dites, je suis sensible à votre idée de prudence, à essayer de redonner du réel, mais là le déferlement totalitaire c'est trop, quoi. Ça me fait peur. Ah oui. Ça me fait peur et si jamais je commençais à en parler, j'y arriverais pas, quoi. Donc finalement je crois qu'on est face aux mêmes choses que dans la maladie. Quand tu annonces un diagnostic grave à quelqu'un, finalement on passe par des phases et la première c'est celle du déni. C'est dire mais je veux pas en entendre parler de cette maladie. D'accord. Je veux pas en entendre parler du totalitarisme. La 2e phase c'est celle d'être en colère. La 3e phase c'est celle de commencer à essayer de négocier. Et puis en fait il y a l'acceptation à la fin et on se met en route pour essayer d'y faire quelque chose. Je crois que les gens là ils sont sidérés en fait par ce qui est en train de se passer. Et si tu reprends historiquement ce qui s'est passé avec les Khmers rouges, avec le nazisme, avec le stalinisme et dans tous les moments de déferlement totalitaire de l'histoire, à chaque fois on se pose cette question en regardant avec le recul, mais comment ils ont pu laisser faire ? Tout était évident, c'était cousu de fil blanc, quoi. Toute la stratégie de Hitler, etc., d'arriver au pouvoir, l'imposition progressive d'un ordre sanitariste, et de séparer les gens pour une race élue, etc. Tout ce délire-là, les gens, ils l'ont vu venir. C'est arrivé progressivement. C'était dans les journaux, c'était dans la propagande, c'était dans le monde, dans l'IB, quoi, de l'époque. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Donc là, pour toi, il y a une propagande en marche ? Ouais, il y a une propagande qui est en marche, qui est très très importante. Il y a une inquisition même au niveau de la pensée. Alors, aujourd'hui, les fact-checkers du monde, les zététiciens, la horde des no-fake-med, etc., sont des gens qui instrumentalisent la science sans faire de la science, parce que la science, normalement, c'est le doute. Parce que les no-fake-med, peux-tu nous rappeler ce que c'est ? C'est un groupe, finalement, de très jeunes, souvent ils sont très jeunes, de jeunes scientifiques ou médecins qui sont en charge de dénoncer tous ceux qui diraient des fake news. D'accord. Et ils sont très soutenus par le système, très promus par les algorithmes de YouTube. Et vous avez des gens comme La Tronchambier, vous avez des gens comme Alexander Samuel, vous avez des gens comme Hugo Décrypte, des choses comme ça, des chaînes comme ça, qui finalement ne font que redire la propagande officielle en lui donnant les sophismes qui vont bien. C'est-à-dire en donnant les phrases clés, les punchlines que tu pourrais ressortir pour le défendre. Et c'est toujours de manière univoque une défense du système. Jamais ils attaquent ce que disent Véran, jamais ils attaquent ce que dit la NSM. Donc finalement, il y a un implicite derrière qui est d'accepter le pouvoir tel qu'il est. Et par contre, d'aller essayer de défoncer tous ceux qui seraient contre le pouvoir en place. Voilà, et ces gens-là, ils attaquent en horde sur Twitter de manière extrêmement agressive en insultant les gens. Mais ils attaquent bien le gouvernement, puisque le gouvernement produit quand même beaucoup de fake news, non ? Non, ils ne les attaquent pas justement. Jamais ça c'est remis en cause. Les fake news du gouvernement sont jamais dénoncés. Et je crois que c'est un des éléments du totalitarisme, mais qu'il faut aller plus loin que le gouvernement. Souvent, les gens ils bloquent à Macron, ils bloquent à la NSM, des choses comme ça. Le totalitarisme, c'est finalement quand tous les pouvoirs se concentrent et cherchent à prendre le contrôle sur tous les pans de ta vie. Bon, aujourd'hui, qui est-ce qui contrôle tous les pans de ta vie ? Si tu as le droit de sortir, si tu es malade ou pas malade, si tu as le droit de bosser ou pas bosser, si tu as le droit même d'être en relation avec ton voisin, avec ta famille. Quand un ministre quelconque
commence à dire que pour la bûche de Noël, il va décider pour toi de comment ça se passe. Quand pour les œufs de Pâques, il va décider pour toi et tes enfants de comment ils devraient les chasser, il y a un problème. Le pouvoir est en train de rentrer en toi et c'est une sorte de viol. Et je crois que cette culture du viol, du totalitarisme, elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, jusqu'à rentrer dans ton corps. Rentrer dans ton corps comment ? Par finalement une obligation vaccinale déguisée. Et c'est aussi une des caractéristiques du totalitarisme, c'est d'avancer masqué, c'est de toujours faire semblant, de toujours dire les mots à la place de ce qu'ils sont vraiment. On va faire une purification ethnique en 1939. Non, on va éradiquer la moitié de la population, quoi. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on te dit, on va lutter contre le virus et vous pourrez récupérer une partie de vos libertés, sans jamais te dire qu'on te les a prises. Il n'y avait aucune raison, le virus ne t'a jamais pris les libertés. Bah oui, mais c'est pourtant, le gouvernement qui les a pris. Mais en écoutant les gens, en écoutant le gouvernement, on va avoir un retour à la vie normale une fois vacciné. Non, il n'y aura pas de retour à la vie normale. C'est une chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. Et c'est écrit par tous les tenants d'idéologie transhumaniste dont on reparlera ensemble. C'est qu'il n'y aura pas de retour à la vie normale parce que la vie normale d'avant était très malade, déjà. C'est-à-dire que le totalitarisme, il était déjà à l'œuvre, mais progressivement. C'est juste que là, on a atteint un effet de seuil. Pourquoi je te parle d'autre chose que le gouvernement ? Parce que finalement, souvent, l'outil du totalitarisme, c'est un outil technique, un outil technologique. Alors, vous savez que c'est mon dada, hein, l'anthropologie de la technique, mais donc j'y reviens souvent. Mais aujourd'hui, Google, par exemple, quand tu as un Gmail, il rentre de manière interstitielle en toi. Si tu veux t'en débarrasser, tu n'y arrives pas. Tu vas passer 3 jours à essayer d'enlever les 300 mails, tu auras toujours des photos de tes enfants, tu auras toujours une facture Ikea ou je sais pas quoi, et à la fin tu n'arriveras pas à t'en débarrasser. Et ton drive, les trucs que tu partages avec toi, tu arriveras encore moins, ton agenda partagé, etc. Donc petit à petit, c'est la caractéristique du pouvoir totalitaire que de rentrer de manière interstitielle dans tous les pans de ta vie et toutes tes interfaces avec le réel. Donc aujourd'hui, on a un monde numérique qui est en train d'installer un totalitarisme numérique radical. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait vraiment nous interroger, c'est notre rapport à la technique. Et finalement, ça rejoint la question de la liberté, mais c'est comment on reprend de la liberté là-dedans. Parce que les sociologues, les philosophes, les historiens du collectif, ils parlent de déferlement totalitaire, comme si c'était des vagues les unes derrière les autres, tu vois. Et qu'à chaque fois, tu essaies de reprendre ton souffle, mais tu es repris sous la vague. Comme quand tu es à la cano et que tu essaies de jouer dans les vagues, quoi. Ça va te faire rouler, quoi. Et tu vas essayer de reprendre ton souffle, tu vas t'en reprendre une autre. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est à chaque fois que tu crois que tu vas reprendre ton souffle, tu te reprends une autre baisse de tes libertés. Et on te dit, la clé de sortie, c'est ça. Quand on te montre quelque chose, c'est qu'en fait, ça n'est pas là que ça se passe. C'est plutôt là que ça se passe. Et donc la clé de la liberté, c'est absolument pas la vaccination. La vaccination, c'est une problématique sanitaire, c'est une problématique médicale. Ça n'a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant la purification ethnique, c'est la survie de notre société et finalement notre économie ira mieux, notre démocratie ira mieux, notre vie ensemble ira mieux. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et si tu reprends, c'est pareil, en 39-45, certains sociologues ont remontré certains textes du ghetto de Varsovie, où il y a une épidémie de typhus qui sert de prétexte à isoler le ghetto, à petit créer des classes de gens qui seraient malades, pas malades, dangereux. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le Covid. On a créé des classes de gens malades, pas malades, dangereux potentiels, dangereux vraiment, pour nous séparer les uns des autres. Et plus on est séparés, plus on rejoint ce que Machiavel avait désigné, quoi. Séparer pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, le pouvoir ne fait que ça. Dans tous les champs de ton existence, il te sépare les uns des autres. Te met derrière les écrans, te coince, t'as plus le droit de voir ton voisin. C'est sûr que d'aller au boulot. C'est d'une évidence, ça crève les yeux. Mais alors, au tout début, tu disais justement que les gens sont pas prêts à entendre ça ou ne veulent pas. Ouais. Et comment est-ce que tu expliques ça ? Parce que ça fait peur, et que t'as pas envie de quelque chose qui fait peur, et que au-delà de faire peur, c'est une convocation à agir. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes de ta torpeur. Et tous les textes bibliques, ils en parlent de ça, de l'appel. À un moment, tu reçois un appel à faire quelque chose, à essayer de changer le monde à ta mesure, à faire ce que tu peux, parce que tu as pris conscience en fait de l'injustice. Tu as pris conscience de la souffrance. C'est vrai pour Bouddha, c'est vrai pour Jérémie, c'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour finalement tous les prophètes de l'histoire et tous ceux qui ont inventé des systèmes philosophiques ou idéologiques ou religieux. C'est qu'à un moment, ils prennent conscience de la souffrance, ils disent « Ok, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de proposer quelque chose ». Et quand ils font ça, ils sont obligés de quitter leur vie, de tout lâcher, de dire « Mais mon confort, c'est terminé. Mes amis d'avant, c'est terminé, en fait. Je vais devoir trouver autre chose. »
eh ben, c'est douloureux en fait. C'est un arrachement, c'est une initiation, hein. Tu vas te faire brûler. Et donc la plupart du temps, quand tu reprends les textes traditionnels, les gens ils commencent par refuser l'appel. D'accord. Par dire j'ai pas entendu, je vais me recoucher. Non mais c'est pas grave, demain ça ira mieux quoi. Demain ça ira pas mieux en fait, parce que si on laisse faire, si vous laissez faire la vaccination pour avoir droit à vos libertés, vous mettez le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'après la vaccination, ce sera quoi? Faut que tu arrêtes de fumer pour avoir le droit d'aller au travail. Faut que tu arrêtes de boire pour avoir le droit d'aller au restaurant. Parce que c'est dangereux, tu pourrais rentrer et faire des blessés sur la route. Faut que tu arrêtes de quoi? De te moucher jusqu'à l'absurde en fait. Donc en fait, c'est un engrenage totalitaire, un déferlement totalitaire dans lequel il faut structurer un non franc et massif. Et structurer un non franc et massif, ça veut dire que tu te sépares. Tu te sépares du monde tel qu'il était. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple dans mon service ou dans l'hôpital, qui disent mais moi je suis pas capable de dire non à la vaccination parce que sinon je peux plus bosser quoi. Ben, c'est ça, oui. Donc pour dire non, faut être nombreux. Et en fait ça c'est la clé. Mais en fait aujourd'hui on a le droit de dire non en France. T'as le droit, ouais. C'est-à-dire censément la vaccination n'est pas obligatoire. Sauf que tu commences à avoir une clé de bras dans le dos de tout le monde, clé de bras morale déjà, éthique. Oui, ça n'est pas éthique de ne pas se faire vacciner, vous mettez en danger les autres. Ce petit discours, cette petite chanson-là, elle devient de plus en plus récurrente dans les médias. Jusqu'à devenir l'inconscient collectif. À la fin, tu diras je suis pas vacciné, ça va percuter dans la tête des gens. C'est un mec dangereux. Mais en plus, on vient d'apprendre que finalement les gens peuvent continuer à être positifs et nous vacciner et continuer à transmettre. Ça n'a aucun substratum scientifique, ça veut rien dire, mais ne serait même logique. Imagine, t'es vacciné, tu vas dans un restaurant où tout le monde est vacciné. T'es pas vacciné, tu vas dans un restaurant où tout le monde est vacciné. Qui tu mets en danger? Que les gens qui seront pas vaccinés, ceux qu'on choisit. Donc le concept même de l'altruisme dans la vaccination, il tient pas, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Le deuxième concept qui tient pas, c'est l'idée d'éradiquer une maladie. Est-ce que parce que tu vaccinerais tout le monde, t'éradiquerais la maladie? Bah bien sûr que non en fait. Après il y en aura une autre. Et on le voit déjà. Les variants les gens, il y a des variants partout en fait qui arrivent. Donc il faut refaire des nouveaux vaccins. Des variants qui sont résistants au vaccin. Le variant sud-africain est résistant au vaccin AstraZeneca. Donc c'est une illusion de penser que tu peux éradiquer ça. On en a déjà parlé dans la permaculture. Hein. Mais si tu veux éradiquer un ennemi, il y en aura un autre qui va apparaître en fait. D'accord. Et donc tout ça, c'est quand même au prix de nos libertés. Et donc pour toi, il y a vraiment une forme de dictature néolibérale en marche, quoi. Qu'est-ce que tu peux... en marche. Oui, il y a vraiment une dictature, mais qui ne le voit pas? Les lois sont décidées à 3h du matin par 30 députés godillots qui votent ce qu'on leur demande de voter. Maintenant, le Parlement ne peut plus... le pouvoir judiciaire qui devrait normalement arbitrer certaines choses, comme les interdictions. Aujourd'hui, tous les juges administratifs retoquent tous les référés liberté qui sont demandés ou les recours en abus de pouvoir. Aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui sont attaqués pour mise en danger de la vie d'autrui par le procureur de la République parce qu'ils ont ouvert leur restaurant. Ça veut dire ouvrir ton restaurant et servir des repas aux gens, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Dans la détente de l'hôpital, partout, dans tous les services, les gens ils mangent face à face à cette distance-là. Donc on est dans une imposture. 2 minutes avant, ils ont un masque, 2 minutes après, ils en ont pas et ils mangent ensemble. Alors on leur dit non, il faut que vous mettiez des trucs en plexiglas et tout, mais c'est du délire. C'est n'importe quoi en fait. Alors même que le port du masque n'a jamais démontré qu'il diminuait quoi que ce soit, alors même qu'on ne sait même pas quelle est la transmission. Donc on est passé dans une narration qui n'a plus à voir avec le réel. Et ça, c'est une des caractéristiques du totalitarisme. C'est qu'à un moment, ce qui est raconté par le pouvoir, la propagande, n'a plus besoin d'avoir de lien avec la réalité. Ça y est, on vit dans une bulle d'imaginaire. Alors ça, c'est heureux aussi, parce que peut-être c'est la suite de l'entretien qu'on peut commencer à ouvrir. C'est que le totalitarisme n'a qu'un temps. Ça n'est pas tenable dans la durée. Ça n'est pas tenable dans la durée parce que personne n'a envie de vivre là-dedans. Ça n'est pas désirable. Cette idée du désirable, on en avait déjà parlé un petit peu ensemble, c'est qu'est-ce qui tient une société ensemble? D'un côté, un idéal commun positif vers lequel on a envie d'aller, ce que Stigler appelait les protensions collectives positives, ce vers quoi on tend, qui est positif, ensemble. Et puis de l'autre côté, les protensions collectives négatives, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de trop déborder? Qu'il y en ait un qui devienne fou et qui essaye de tirer sur le bateau trop fort et qu'il le casse. Ça, c'est les interdits. Les protensions collectives négatives, il y en a qui sont justes, qui sont cristallisées par les années. Tu ne tueras point. Ça, c'est pas mal. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. C'est pas mal aussi, quoi. Quand il n'y a plus de protension collective positive, elle disparaît. On n'a plus d'idéal commun positif.
Il n'y a plus que mon idéal à moi, tout seul, d'être dans le confort éternel, la toute-puissance, de pouvoir répondre à toutes mes questions grâce à mon iPhone. Et bien quand ça se fait jour, qu'est-ce qui reste pour tenir ensemble nous, le groupe? Il reste les prétentions collectives négatives. Donc le totalitarisme qui se raidit et qui va tout interdire, qui va essayer de te contraindre, essayer de te garder ensemble, parce que sinon ça tiendrait plus. Et donc le totalitarisme, c'est la fin de règne d'une société qui est en décadence. C'est la fin de quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et tous les collapsologues ont raison. Nous sommes en train de nous effondrer collectivement. Mais les collapsonautes ont raison aussi, c'est qu'il faut surfer cette vague, surfer ce déferlement, pour qu'il nous amène vers autre chose. Et ça, c'est l'élément d'espoir. C'est de dire vers quoi on a envie d'aller collectivement. Et c'est reconstruire la protension collective positive. Est-ce qu'on veut subir une protension collective qui n'est pas de notre fait, et qui est le transhumanisme néolibéral mondialisé technophile? Est-ce qu'on a envie d'avoir des iPhones, des iPads, d'avoir un vaccin tous les 2 mois, d'avoir une pilule pour avoir le droit juste d'exister? En fait, ça, c'est le monde de toutes les dystopies totalitaires. Et en fait, c'est pas désirable. Donc ça ne tient pas. Il n'y a que Noam Yuval Harari, voilà, les autres qui veulent bien ça. Et à nous d'inventer autre chose. Et cette autre chose, il est déjà là. C'est une culture du vivant, de la diplomatie, de l'interaction, qui est portée par la permaculture humaine, qui est portée par des écoles alternatives, une autre façon de voir l'enfant et la pédagogie, qui est portée par une autre façon d'être en santé, avec une vision intégrale de la santé, où c'est pas juste je suis malade, je prends des médocs pour continuer à avoir une béquille, à vivre avec toutes mes maladies. C'est non, j'essaie de résoudre pour de bon et au fond ce pourquoi je suis tombé malade, et donc de revoir mes conditions d'existence avec le monde et mes conditions d'interaction. C'est d'autres façons de faire démocratie, en parlant du tirage au sort, en parlant de gouvernance partagée, en parlant de tout ce qui est développé dans tous les coins du monde, à la fois d'abord dans l'entreprise. Et là, les gens ils peuvent lire Frédéric Laloux, Reinventing Organization, ou bien aller voir les travaux de l'université du Nord, Chambéry, sur comment on fait un groupe humain. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de faire là, avec le collectif dont je suis un des diplomates, ouais, c'est de se mettre ensemble pour faire un petit monde meilleur en fait. Oui. Un autre monde, N-O-T-R-E, tu vois. Donc on met en description le lien vers le site Info-Covid. Et je crois que tant mieux s'il y a plein de collectifs. Notre collectif, il n'a pas vocation à tout englober et à devenir à son tour totalitaire. Il a vocation au contraire à s'archipéliser avec plein de tentatives, plein de gens qui essayent des façons différentes et avec leur terroir, leur façon de vivre, leur culture à eux. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul modèle qui marche pour tout le monde en fait. Il y a juste des expériences à partager. Le totalitarisme, c'est aussi ça, c'est le moment où on dit il y a une seule façon de vivre et c'est la seule qui est recevable. Ça pue, c'est suspect quoi. Ça veut dire que si t'es pas dedans, t'es un ennemi, t'es en dehors. Et aujourd'hui, le totalitarisme, vous le voyez dans la propagande, t'en parlais au début, mais c'est la désignation de l'ennemi pour essayer de maintenir le groupe. C'est la deuxième protension collective négative dans le totalitarisme, c'est de désigner des ennemis. Et aujourd'hui, t'es aussi bien un ennemi si t'es Péronne, que si t'es Raoult, que si t'es Dieudonné, que si t'es je sais pas qui moi. C'est-à-dire que tout ça, ce serait pareil. Mais non, c'est pas pareil en fait. On parle pas de la même chose quoi. Et donc, il y a une réduction, au sens mathématique du terme, une réduction, une condensation. Tout ce qui n'est pas ce que propose le système, c'est l'ennemi. Ben oui, il n'y a plus de contestation possible. Il n'y a plus aucune contestation possible, plus aucune biodiversité possible. Et un système qui a plus de biodiversité, c'est un système qui est en train de mourir. C'est un système qui est malade et qui a plus de pulsion de vie. C'est aussi en ça où je te dis que finalement ça n'a qu'un temps. C'est qu'à la fin, ça n'est mu par aucune énergie. Et c'est le ferment de toutes les contradictions et de toutes les impostures. Aujourd'hui, les gens sont plus en train de se demander comment ils vont faire des faux certificats vaccinaux que de se dire pourquoi ce vaccin est utile pour la maladie. Ce qu'il devrait y avoir l'arrivée des QR codes aussi. On devrait tous avoir un QR code, j'ai entendu, dans les projets, d'avoir chacun un QR code. Et tu passes à l'entrée d'un magasin et t'es flashé pour voir si t'es à jour sur tout. C'est Black Mirror, mais... Ça rappelle tout ce qui a été entrepris en Chine, en Israël, sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance biométrique. Aujourd'hui, des gens acceptent que leur iPhone les reconnaisse facialement pour se connecter. Ou l'empreinte, avec l'empreinte du doigt aussi. Mais même maintenant, par reconnaissance faciale, t'as même plus l'empreinte. C'est terrible, Et là, on se dit, mais ils ne prennent pas conscience de ce qu'il y a derrière, et de ce que ça veut dire. Et je crois que c'est une des grosses parts du totalitarisme, c'est basé sur l'ignorance. Et le déni de qu'est-ce qu'il y a au fond de la boîte. Je veux bien voir le vernis,
mais je ne veux pas, et le confort que ça me propose, la non-réflexion que ça suppose. Mais dès que je me mets à gratter à l'intérieur, c'est trouble, c'est profond, c'est sombre. Et si vous commencez par votre téléphone portable, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est qu'au fond de votre téléphone portable qui vous donne toute puissance, qui vous permet de trouver n'importe quel resto, de répondre à n'importe quelle question sur Internet, d'être en lien avec tous vos amis, tous ces super pouvoirs magnifiques en permanence. Il y a des enfants dans des villes-usines en Chine qui n'ont pas de journée de repos, qui travaillent de 7h du matin à 22h le soir. Il y a des gens au Congo qui descendent dans des mines pour aller chercher le tantal, pour faire des supraconducteurs, qui sont ensevelis humains à l'intérieur et vivants, qui s'étouffent, quoi. Et tous les jours, il y en a. Parce que c'est pas étayé. Il y a des guerres qui sont faites, c'est fomenté en Amérique du Sud pour avoir accès au lithium, pour avoir accès aux différentes ressources. Il y a des bateaux qui transitent partout sur la Terre pour aller transporter votre iPhone et votre Samsung Galaxy. Mais attends, combien il y a de souffrance là-dedans, quoi. Et en fait, c'est un des enjeux du pacte avec le diable. Le totalitarisme, c'est un pacte avec le diable. Il te donne le confort, il te donne d'arrêter de souffrir d'avoir l'impression d'arrêter de souffrir temporairement et que ce soit facile. Et en échange, il prend ton âme. Et pour beaucoup de gens, ils savent pas ce que c'est leur âme, ils s'en foutent. C'est pas grave. Et donc ils acceptent. Mais l'âme, c'est ça, c'est la liberté, c'est la capacité d'être en lien les uns avec les autres, c'est la capacité d'expérimenter des choses qui sont en dehors de ce qui est proposé par le nous, puis d'essayer de modifier le nous progressivement. Un totalitarisme, c'est un nous qui peut plus se transformer. Il est figé, il est fixé. Et tous ceux qui proposeraient autre chose, t'es punk dans un totalitarisme, tu peux pas. T'es Apache à Noailles ou à la plaine, tu peux pas. Tu veux faire du rap, tu peux pas, tu seras rattrapé, il faut que tu fasses du rap du système. Tu veux faire du cinéma, non, il faut faire du cinéma au ciel. Et c'est un des petits textes qu'on a préparé sur une vidéo qu'a préparée Tatiana sur l'art dégénéré, 39-45, qui est cette idée que est mis à l'index tout ce qui n'est pas dans le champ du Bauhaus, Jugendstil dominant du nazisme, que tout ça, ça devrait pas exister, c'est dégénéré. Et il montre cette exposition, je crois que c'est à Berlin que ça se passe, et une exposition où il montre tout plein d'artistes en fait, du cubisme, du surréalisme, de plein de choses étonnantes en fait. Et l'exposition fait un tel tabac qu'il y a des millions de visiteurs. Ils sont obligés de la fermer. Parce que finalement, ça fait l'inverse de l'effet escompté. C'est que cet art dégénéré, en fait, c'est l'art le plus vivant, le plus vif. Vif au sens de Alain Damasio dans Les Furtifs, quoi. C'est le jus. C'est le jus à l'intérieur du système, quoi. Et là, les gens qui portent le totalitarisme, qui le laissent venir, et je crois que ça, c'est une des choses qu'il faut souligner, c'est que il y a les tenants idéologiques du totalitarisme, mais il y a tous ceux qui laissent faire. Dans l'extraordinaire banalité du mal, dont on a déjà parlé avec Hannah Arendt. Si j'en ai pas déjà parlé, tu peux me dire, hein, mais ça, je peux. Je sais plus. Hannah Arendt, elle écrit un truc qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Ah si, tu en avais parlé. C'est de Eichmann, voilà. Ouais. Et elle montre que Eichmann, c'est un dignitaire qui est en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort. Et il est rapté par Tsahal en Amérique du Sud pour faire un procès retentissant devant les journalistes. Et c'est le procès du nazisme. Et Israël veut montrer que le nazisme, c'est le mal. Par les traits d'Eichmann. Sauf que Eichmann, au fur et à mesure des interrogatoires, on se rend compte que c'est juste un pauvre type, quoi. Lui, il s'en foutait, quoi. Pas particulièrement même méchant, en fait. Il voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Il voulait pas regarder où allaient les trains. Parce que ça, c'était insupportable. Et donc, elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Et en fait, le totalitarisme n'arrive que à cause de cette extraordinaire banalité du mal, parce que des gens refusent de regarder où vont les trains. Aujourd'hui, quand des gens se font les porte-voix du gouvernement et répercutent les propos de la propagande en disant « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner », mais où va le train ? Vers quoi ça nous emmène ? Ouais, c'est ça, le truc. Vers quoi ça nous emmène cette vaccination, ce passe vaccinal, ce mélange des genres entre une société sanitariste et une société totalitaire ? Le côté sanitaire, normalement, n'a pas à voir avec le côté démocratique. C'est une affaire entre un médecin, un patient. Non, là il y a un mélange des genres. Agamben, Hannah Arendt, Michel Foucault en ont déjà parlé de cette société techno-sanitariste, de Khmer blanc, en fait, qui impose leur pouvoir totalitaire. Il ne faut pas laisser faire, c'est en cours depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça se mature. Pour les gens qui voudraient un discours un peu moins
un peu moins complexes ou fleuries, ils peuvent aller lire des BD. Il y a une BD de Van Damme. Van Damme, c'est celui qui a fait 13. Les gens connaissent bien souvent 13, l'histoire de l'agent secret qui a perdu la mémoire. Et il a fait une BD qui s'appelle SOS Bonheur. Ah, je l'ai vu. Il y en a 3. Tout ce qui est en train de nous arriver. Super. Il y en a 3, oui. Ouais. Allez lire Alain Damasio dans La zone du dehors. Ça vous raconte tout ce qui est en train d'arriver. Et en fait, Fahrenheit 451, on en parlait tout à l'heure. Oui, formidable. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est incroyable. Ça raconte exactement ce qui est en train de nous arriver aussi. La destruction du savoir, brûler les livres, oublier le passé. C'est une des caractéristiques du totalitarisme aussi, d'oublier le passé. Et de faire que surtout on s'en souvienne pas. Qu'est-ce qu'il fait Raoult aujourd'hui? Il se souvient du passé. Il se souvient que pour le SARS, ça avait marché l'hydroxychloroquine. Il se souvient qu'il a testé cette molécule sur des lignées cellulaires. Il se souvient que l'hydroxychloroquine, dans les vieux livres, ça marchait. On a fait une vidéo avec Éric Loridan, qui a été censurée par YouTube, où juste il prend un très vieux manuel de médecine de 1910. Et il dit, pour les fièvres inconnues, avec retentissement respiratoire, prendre de la quinine. C'était déjà marqué par les anciens. Donc, l'oubli du passé, c'est une vraie caractéristique. Mais par rapport à cette interdiction, il n'y a pas longtemps, il a parlé d'obsolescence programmée pour les médicaments. Il dit que l'hydroxychloroquine, tous ces médicaments n'ont pas subitement à être arrêtés alors que ça fait des... Ouais. C'est important, là, ce dont on est en train de parler, c'est une des caractéristiques du totalitarisme, et ça devrait nous poser question sur quelque chose dont on va reparler, qui est le transhumanisme. C'est à chaque fois que l'humain a cette idée qui se construit de neuf tout seul, sans être relié à rien. Et que ça pourrait être cohérent dans ce cas-là. C'est vrai dans le Jugendstil. Le Jugendstil, c'est dire on évacue ce qu'il y avait avant. Ce n'est que la jeunesse qui est mise en avant. L'énergie pure et dure de la guerre. C'est vrai dans tous les textes du fascisme. Vient cette idée que la guerre et la jeunesse, c'est ça l'énergie vitale. Et il faut oublier les vieux carcans du passé. Il faut s'affranchir des cadres trop étroits que nous ont imposés les anciens, qui sont de dangereux réactionnaires. Ouais. Pourquoi pas? C'est l'idéologie progressiste. Mais en fait, nous provenons tous d'une longue chaîne d'amants et d'amantes. Et on devrait avoir du respect pour ça, de la gratitude, de la révérence. Pourquoi nos anciens perdent la mémoire? Parce qu'on ne veut plus les écouter. Parce que ce qu'ils disent ne veulent plus rien dire. Ils ne savent pas manipuler Internet. On ne veut même plus savoir ce que c'était que leur vie. Ils sont au fin fond des EHPAD avec l'Alzheimer. Les maladies de notre société, elles disent quelque chose de la maladie de notre société. Oui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est urgent de renouer avec la mémoire, de renouer avec une sorte d'enracinement. Et là, il y a des gens à qui ça va faire peur, parce que ça rappelle des textes du début du XXe siècle. Mais c'est l'idée du terroir, c'est l'idée je fais partie de quelque chose, je suis relié à quelque chose. C'est pas une idée nationaliste, c'est pas une idée parce que je suis relié à ce terroir, j'interdirai aux autres de venir. Non, au contraire. C'est parce que je suis relié à quelque chose que je peux accueillir, que je peux distribuer aux autres les fruits de mes récoltes. Aujourd'hui, il y a cet idéal de l'humain transhumaniste, néolibéral, mondialiste, qui est citoyen du monde, qui appartient plus à rien et qui passe son temps à consommer. Passe son temps à sauter d'un avion à un autre pour aller voir tel truc, faire le Lonely Planet en moins bien. Et à la fin, il construit rien. Et la seule chose dont il rêve le week-end, dans ses week-ends à Prague, à Florence, etc. Et si seulement j'étais avec ma famille, dans la maison, ensemble, en train de peindre des œufs de Pâques pour Pâques, ou en train de faire des décorations dans des chaussettes pour Noël, ou de préparer une fête du printemps, je sais pas, ce que tu veux. Donc à mon avis, il est urgent de renouer avec ces très vieilles fêtes qui viennent du fond des âges, qui sont pas liées aux religions. Ce sont les fêtes des temps de la nature, fêtes du printemps, le ralentissement de l'hiver, l'exubérance des fruits de l'été, et se dorer au soleil à Marseille en sautant dans l'eau avec les minots qui sont tout dorés de bronzage et de soleil, quoi. Bon, bah, c'est très beau tout ça pour conclure. Et donc et ça c'est la liberté, quoi. Ouais. Donc une des grandes libertés, c'est de ralentir, d'arrêter le rythme effréné dans lequel on est pris, de se protéger, de créer une peau autour de soi, d'arrêter d'être poreux à la propagande médiatique. Et déjà ça, c'est un moment de liberté. Et de s'instruire, et ça fait partie de ce que j'ai déjà dit dans l'art du non-agir. C'est de désinvestir le pouvoir du pouvoir que je lui donne. Parce que si je passe mon temps à vouloir lutter contre et à essayer de balourder une brique dans l'Élysée, de balourder une brique dans Amazon, en fait, je lui donne du pouvoir. Alors que si simplement j'arrête de le considérer, tout va bien. Ça y est, il perd de son pouvoir progressivement. Ça, c'est le boycott, le non-agir.
Donc pour certains, ça va paraître lent. Bah ouais, en fait, la libération, c'est en patience, en lenteur. Parce que sinon, vous imposerez un autre totalitarisme. Si vous arrivez, que vous cherchez avec votre armée à dézinguer et à dégommer le pouvoir en place, bah vous ferez un coup d'État. Ok, la belle affaire. Vous mettrez un autre totalitarisme en place. Et vous réifierez d'autres gens. Réifier, ça veut dire transformer en choses, chosifier. C'est ce que fait le totalitarisme, il nous chosifie. Aujourd'hui, on est des choses, on est derrière des masques, on n'a même plus de visage. Je vous invite à relire Emmanuel Lévinas. C'est toute la philosophie du visage qu'a fondé l'éthique du care en santé. C'est l'idée que le visage de l'autre, à partir du moment où je le vois, j'en suis responsable. C'est mon frère humain. Et ça nous met en lien. Et que si je le vois pas, je peux lui crier dessus, je peux lui taper dessus. Oui. Et d'ailleurs, tous les gens qui oppressent les autres commencent par leur bander les yeux, les bâillonner, les mettre dans un sac pour pouvoir leur faire du mal. Parce que si vous voyez le visage de l'autre, vous ne pouvez plus vraiment lui faire du mal. En tout cas, il y a une barrière morale et émotionnelle qui se met en place. Ok. Voilà. Bon, bah. On va aller plus loin sur la liberté. Hein, mais... On va faire donc 2 autres vidéos sur deux autres sujets complémentaires. Merci beaucoup. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour ceux que vous aimez et que vous avez envie d'appeler pour rester en lien. Reprenez contact avec la nature, avec le réel, avec la beauté. Vous allez voir, en 5 jours déjà de recontact avec des arbres, avec les plantes, vous vous sentez mieux. Après un article du Monde, en général, en une demi-heure, vous pouvez retomber, mais justement, c'est nous faire comprendre que c'est une ascèse, que la liberté, c'est pas gagné une fois pour toutes, que ça se pratique. Et ça, c'est peut-être la phrase que je pourrais dire à la fin. Le présent est la porte, la pratique est la clé. Je vous laisse méditer ça. Merci Louis. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.